Voilà, bien le bonsoir tout le monde. On est parti pour ce nouveau webinaire, un webinaire qui va nous permettre de partir à la conquête du nouveau programme. Nouveau, c'est le cas de dire parce que c'est vraiment tout nouveau. Jamais jusque-là, nous n'avions eu un programme lié au numérique. Et donc, voilà, il y a eu les maternelles avec formation manuelle technique. Il y a les premières et deuxièmes depuis cette année avec formation manuelle technique et technologique. Et puis, il y aura en septembre le volet numérique et on va compléter le FMTTN avec les P3, P4 et puis la suite, mais on y reviendra évidemment dans quelques instants. J'aurai le plaisir d'être à la fois l'animateur et à la fois celui qui donc va vous présenter ce programme. Alors on va juste au niveau général vous dire que j'ai eu le plaisir, je vais me présenter en tant qu'intervenant, le plaisir de participer au groupe de travail lié au pacte d'excellence justement pour donc asseoir les attendus du volet numérique. Et puis j'ai la chance de participer à l'écriture du programme, pas tout seul cela dit, parce que j'ai d'abord cité, je vais commencer par elle, Vinciane Trémourou, qui est donc une des co-rédactrices du programme. Elle a participé aussi d'ailleurs à la préparation de ce webinaire. Elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais voilà, je voulais commencer par lui faire un gros bisou et voilà. C'est fait, tant mieux. Et donc, je parle de rédacteurs, il y a évidemment d'autres. Il y a par exemple Benoît qui était Benoît Chantraine, pardon, parce il y a beaucoup de Benoît chez nous, qui donc est derrière les manettes, est aussi un des co-rédacteurs de ce programme du volet numérique. Et puis il y a toute une équipe, il y a des relecteurs, il y a des enseignants, il y a des formateurs, il y a tout un monde qui gravite pour donc réaliser le programme que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et je le disais, je suis pas tout seul. Et en tout cas, là maintenant, il y a plein de monde. On va d'ailleurs aller voir leur bibine. Là maintenant, oui, c'est moi qui dois faire avancer. J'oublie le principe. Je vais aller faire avancer leur bibine, histoire de voir que tout ce beau monde est là. Et si vous êtes attentif, par rapport aux autres fois, il y a une nouvelle tête. Et donc, c'était intéressant de justement la montrer. Vous la situez, vous qui avez l'habitude, en haut. Ça se passe en haut, juste à côté de Mike. Mike était un peu tout seul, juste maintenant, sur la province de Bruxelles et Bruxelles-Brabant. Et là maintenant, eh bien, il y a Françoise qui l'a rejoint. On l'écoutera tout à l'heure d'ailleurs, Françoise intervenir. Françoise Skitecat, ceux qui sont donc sur Bruxelles-Brabant l'ont peut-être d'ailleurs déjà vu dans l'école. Bienvenue à elle. On se réjouit de collaborer avec elle et on se réjouit de collaborer tous ensemble donc ce soir avec donc plein d'informations, plein d'activités à vous proposer liées donc à ce nouveau programme. Donc on va aller un peu sur le calendrier. Parce que voilà, l'entrée, on le disait, c'est septembre, ici ce sera pour P3, P4, et puis qu'est-ce qu'il en sera? On va en parler. On refera un peu le topo général sur ce qu'est ce volet numérique et puis on ira à la découverte du programme et de ses différents champs pour enfin vous proposer des outils d'appropriation du programme et surtout des contenus du programme parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, il y a pas mal de nouveautés. Et donc, on va aller jeter un coup d'œil là maintenant pour voir qui est là. On a essentiellement des enseignants de P3 et P4. En 42%, c'est P3, P4. Et P5, P6, on est à 31%. Donc, je veux dire que les personnes concernées vraiment par ce volet numérique sont en majorité. Il y a tout de même des gens du maternel et de P1, P2. C'est 14-15% pour chacune de ces catégories. C'est-à-dire que, voilà, il y a un public évidemment hétérogène. On va considérer ça en sachant très bien que, évidemment, puisqu'on parle de la présentation du volet numérique, on va essentiellement s'adresser aujourd'hui donc aux P3, P4, P5, P6, évidemment. Mais voilà, ça ne veut pas dire que le numérique ne doit pas se faire avant. On l'avait déjà présenté ailleurs. Donc, on est aussi dans le numérique à travers les visées transversales, évidemment, pour les maternelles P1, P2.
Voilà, ça c'était pour poser le cadre général. Et donc, justement, ce cadre, alors je crois que l'écriture blanche n'était peut-être pas l'idéal dans ce que j'ai fait, mais donc l'idée c'est que, évidemment, en maternelle, l'entrée en vigueur du référentiel et donc du programme, c'est fait. On a dit avec formation manuelle technique, on ne parle pas de numérique dans une discipline en tout cas. On a depuis cette année, en septembre, vu l'arrivée et la mise en application du référentiel pour P1, P2, avec là aussi le programme qui est arrivé dans le même laps de temps. Et puis, vous le voyez, 2023-2024, c'est demain, hein, quasiment. On sera donc sur ce fameux référentiel à la fois pour P3 et P4. Et donc, on sera donc là aussi en P3, P4 à devoir donner le volet numérique, entre autres, puisqu'il apparaîtra. Et puis, on continue. Vous voyez qu'il est noté pour le programme en 2024, septembre 2024, le programme arrivera dans vos écoles pour les P5 et P6. Ça ne veut pas dire qu'en fait, vous allez devoir tous, en P5 et P6, vous mettre directement en septembre 2024 au volet numérique. En fait, nos programmes sont conçus pour avoir donc, par paire d'années, vous l'avez compris, mais le référentiel ne suit pas cette même logique. Et donc, en fait, l'entrée dans le référentiel et donc l'entrée pour le programme de numérique, entre autres, ce sera en septembre 2024 pour les P5 et en septembre 2025, 25, oui c'est ça, vous m'avez suivi, pour donc la P6 et puis le secondaire suivra derrière. Le cadre général, avant vraiment d'aller sur, donc je dis pas mal d'infos, donc le volet numérique qui nous concerne est le fruit de surtout deux documents de référence. Le premier est le DISCOMP qui est le cadre européen des compétences numériques et donc sur lequel on s'est basé dans le groupe de travail du référentiel tronc commun pour justement créer les compétences et les attendus qui sont fixés. Mais il n'y a pas eu celui-là. Il y a eu aussi un autre document qui est les compétences en éducation média. C'est un document qui est sorti en 2016 et qui donc présente les compétences en médias à atteindre. Alors, ça va de 0 à, on va dire maintenant, 107 ans. Donc, c'est vraiment tout au long de la vie et toutes les écoles, tous les réseaux ont été amenés à produire leurs programmes en fonction de ça. Et le volet numérique, parce qu'on est vraiment clairement dans une formation aux médias numériques, donc a dû s'appuyer là-dessus avec les différentes dimensions médiatiques qui sont relatives aux médias numériques, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, je le disais, on s'est appuyé sur DISCOMP avec, il y a 5 domaines en fait, réellement dans DISCOMP au niveau européen. La Belgique a décidé de n'en garder que 4. La raison de problème numérique, c'est ailleurs. Ici, en tout cas, pour ce qui est donc du référentiel et puis donc forcément du programme qui suit, on est à 4 champs. Il y aura l'information et données, et là on est clairement dans la dimension justement informationnelle des médias numériques, c'est comprendre comment l'information est donnée, poser un regard critique sur cette information. On est sur la création de contenu, et vous allez voir, ça va traverser l'ensemble du cursus de l'élève. On est sur la communication et la collaboration. On est aussi sur la sécurité, et ces deux-là, par exemple, on sera plus axé sur la dimension sociale du média numérique. C'est très rapide ce que je dis, on va aller dans les détails évidemment par la suite, mais avant cela, il faut vraiment bien préciser que ce volet, et c'est important d'avoir bien ça en tête, ce volet de numérique n'a pas pour intention que les élèves soient 1 heure, parce que c'est à peu près ça l'équivalent, 1 heure par semaine devant des écrans. C'est pas du tout ça. Et ce n'est pas non plus l'idée que les élèves vont devoir faire des exercices pour maths français avec des ordinateurs, avec des tablettes, 1 heure semaine. Ça n'a rien à voir en fait. Ils pourraient très bien passer 1 heure à faire des exercices sans pour autant être donc sur tablette, sans pour autant être dans le volet numérique. Parce qu'en fait, il va falloir vraiment distinguer la formation au numérique. Ça, c'est ce qui est visé par le programme. Formation au numérique, où c'est vraiment le numérique qui est l'objet d'apprentissage.
il faut distinguer donc ça de formation par le numérique, où on va l'utiliser comme un support d'apprentissage, un outil pédagogique au même titre que les autres, pour aborder une notion spécifique, faire des exercices sur le passé composé par exemple. Voilà, on ne fait pas du numérique, on utilise le numérique au service d'un autre apprentissage. Et donc, il faut bien faire la distinction entre les deux. Et pour le faire, c'est juste un petit exercice qu'on va vous donner, tiens, là maintenant. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Je ne l'ai pas précisé, mais il y aura certaines questions sur lesquelles vous allez avoir une réponse, auxquelles, pardon, vous allez avoir une réponse directe, puisqu'il y a des modérateurs, les conseillers technopédagogiques dont on a vu les noms apparaître en début sont là pour vous répondre. Et puis certaines trouveront réponse là directement, oralement, en direct durant ce webinaire. Et donc, allez, je vais vous mettre au défi. On va lancer un petit sondage et on va voir si on arrive à bien comprendre la distinction entre cette formation haut ou cette formation par le numérique. Et donc, voilà, la question vient d'apparaître et l'idée, c'est que voilà, ça fait partie du programme, hein, c'est extrait du programme de P3 et P4. Alors, est-ce dans le volet numérique ou est-ce ailleurs? Et je vous pose la question. Et donc, c'est l'idée de synthétiser en équipe les différentes manières de décomposer un nombre après avoir visionné des vidéos. Et donc, on voit les enfants observent une vidéo et puis donc doivent synthétiser à partir de là. Est-ce qu'on est en formation haut? Et donc, on serait dans le volet numérique ou est-ce qu'on serait en formation par et donc, du coup, on ne serait pas dans ce volet numérique. Je vous laisse donc choisir. Et je vois, en tout cas que pour la majorité, je vous laisse encore une seconde et puis je dévoile la réponse, que la majorité, en tout cas, est dans le bon sens. Et donc, c'est pas parce que on est en train d'utiliser l'outil numérique qu'on est en formation au numérique. En fait, c'est un extrait ici du programme au niveau de mathématiques, appréhender les nombres, et c'est là où on est en fait. Et donc, on regarde la vidéo, mais l'objectif, il est bien ici de comprendre les décompositions des nombres. Donc, c'était par le numérique et pas au. Deuxième situation, on va relancer un petit sondage. Allez répondre, on va voir si on fait mieux. On était à 80% pour la première de bonnes réponses. Deuxième, donc là, en fait, l'idée, c'est de créer des géocaches. Je vais expliquer dans 2 secondes ce que c'est, pour découvrir les éléments remarquables de son village, de sa ville, et ce, aidé par l'enseignant. L'idée des géocaches, en fait, c'est un jeu qui se joue de façon internationale même. Hein. Je crois qu'il y a un pays dans le monde où il n'y a pas de cache. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on joue avec une application. Elles sont géolocalisées et il faut arriver à trouver des boîtes dans lesquelles se trouve donc un logbook qu'il faut signer. Mais alors, l'idée, c'est que chaque géocache a sa page sur laquelle il y a un descriptif. Et donc, par exemple, ici, un élément remarquable, ça pourrait être une statue, et on décrit la statue. Est-ce que l'on est dans ce cas de figure dans haut ou par le numérique quand on réalise ce type d'exercice? Je propose, je ne sais pas si ça a été lancé, Benoît, moi je ne le vois pas apparaître malheureusement sur mon écran au niveau du sondage. Je ne sais pas, Benoît, si c'est bon. Sinon, je vais donner la réponse et on ne va pas lancer celui-là, ce n'est pas encore trop grave. Donc voilà, vous avez l'idée en tête hein, de toute façon. Et donc la réponse, quelle est-elle? En fait, c'est par. On est ici donc dans formation géographique, en sciences humaines, c'est donc le domaine, et donc on travaille sur les repères spatiaux, et donc on a justement l'idée de pouvoir identifier des éléments remarquables dans son village et pouvoir voilà, y prendre référence. Ça fait partie de ça. Ça permet aussi, par exemple, de travailler les points cardinaux. On n'est pas du tout ici, on utilise le numérique, mais on n'est pas du tout ici en train donc de comprendre comment ça fonctionne, le numérique. Troisième situation, là, on est sur parcourir le chemin proposé par un groupe en respectant les consignes enregistrées sur une tablette. Donc l'idée, c'est que voilà, des enfants ont donné des consignes et il faut pouvoir suivre les consignes données pour s'orienter vers un endroit bien précis. Voilà, le sondage est lancé. Et donc, est-ce qu'on est dans la formation haut ou formation par le numérique? Vous pouvez aller répondre maintenant. Le sondage apparaît. Est-ce qu'on est haut et on apprend le numérique? Est-ce qu'on est par? Et là, par contre, ce n'est pas du tout ça qui est visé. À vous de voir.
il y en a encore une après, on en fera 3. Pour l'instant, principalement, enfin, je vous laisse répondre, la tendance irait plutôt par le numérique, alors que on est à 70% pour la première proposition à peu près et 33% pour l'autre. Alors, je vais me permettre d'avancer, si vous n'avez pas le temps de répondre, je suis désolé de vous frustrer, hein, si c'est le cas, mais la réponse, en fait, c'est à nouveau par le numérique. Ici, en tout cas, dans ce cas de figure. Mais vous allez voir qu'on va faire aussi des logiques de déplacement qui vont faire partie du numérique. Là, on est sur des consignes orales, on est plutôt sur l'élaboration de contenu et on est aussi, surtout aussi en mathématiques, donc repérer et communiquer des positionnements ou des déplacements, mais on est vraiment à travers la langue, à travers le phrasé, on est plutôt en train d'utiliser le français, en train d'utiliser le numérique au service donc d'un attendu mathématique. Voilà, comme ça on comprend bien. Et le tout dernier, dernière question, on est donc ici sur l'idée de, donc on va travailler l'intimité, préserver pardon, son intimité, son intégrité, c'est ce qui est visé et celle des autres. Et donc l'idée, c'est on vient de faire une sortie scolaire pour les classes vertes et on va choisir ensemble les photos que l'on peut publier. Alors, vous pourriez dire que c'est les deux, hein, si vous voulez cocher les deux, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs. Vous pouvez le faire. Si vous estimez que c'est plus haut, ben vous mettez au numérique. Si vous estimez que c'est plus par le numérique, vous mettez l'autre. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait en réfléchissant l'accès au blog, en réfléchissant donc voilà, les photos, le droit à l'image, par exemple, que l'on va mettre, où est-ce qu'on est? Est-on dans le volet numérique ou est-on autre part dans le programme? Alors, on va voir ce que vous dites. Alors, au niveau de vos votes, vous êtes sur haut numérique à 90%. 11%, enfin, parce que ça change un peu, hein, donc 10% estiment que non. La réponse, en fait, on est à la fois haut et à la fois on est par le numérique. Alors, bizarrement, vous allez vite comprendre pourquoi, hein, ça ne se trouve pas. Ça aurait très bien pu se trouver dans le volet numérique. On le verra plus tard. Mais ici, en fait, ça se trouve dans l'exemple qui est là, dans le programme, au niveau de éducation à la philosophie et la citoyenneté. C'est normal, c'est logique, parce qu'en fait, le PC est travaillé de manière transversale et donc prend appui dans différentes disciplines. Ici, en tout cas, il y a un lien, d'ailleurs, qui est manifeste et qui est apparent dans le programme. Vous voyez qu'il y a un petit, juste au-dessus des images, il y a la référence vers FMTTN pour dire que quand on fait ça, on est à la fois dans une visée, parce que c'est au niveau de ce que je vous ai lu là en bleu fluo, c'était donc pour EPC, mais c'est aussi on est aussi en train de travailler une notion de FMTTN, donc on est à la fois haut et par. On est principalement haut, il faut le reconnaître, hein, dans cette visée-là, avec une activité qu'on mènera en quatrième. Voilà. Donc vous voyez que il y a haut et par, dont je rappelle quand même, c'est chaque fois l'idée de travailler un de ces 4 champs. Alors, je peux juste vérifier, je me remets sur mes infos parce que au niveau modérateur, j'ai juste oublié de le faire. Et donc, on a dans 4 champs, pardon, que je reprends, et on va essayer de les développer maintenant avec l'idée que on ne va pas travailler ces champs de façon systématique chaque année. C'était une volonté au niveau donc du référentiel et donc de ceux qui l'ont conçu, c'était de dire il ne faut pas non plus que ça devienne un cours trop important, trop volumineux en termes horaires, et donc on va surtout travailler l'information et données à partir de la P3 et la P4. Et vous voyez, on va l'oublier en fait, pas l'oublier. On va oublier les attendus, parce qu'évidemment, on va continuer à travailler, mais il y aura des nouveaux attendus en S1 et puis en S2. Et puis, on retrouvera aussi le communication et collaboration. Là, on va commencer à travailler ça en cinquième primaire avec des outils variés. On va amener les enfants sur un espace numérique de travail. On va les amener à travailler en collaboration sur des documents, que ce soit de façon synchrone ou asynchrone. On reviendra là-dessus après, hein. Et puis, ils vont continuer à faire ça, mais en S1, et ils le referont de façon plus précise en S3. On va aller sur la création de contenu. Là, c'est vraiment, vous l'avez vu, toutes les années.
Et il y a une logique à ça. En fait, l'idée, c'est que et ça a été vraiment la raison, hein, l'idée, c'est qu'on ne va pas partir de rien et on ne va pas venir avec des grandes théories dans ce volet numérique. C'est vraiment l'idée qu'on va partir des productions des élèves. On va amener les élèves à produire des choses et on va amener les élèves à porter un regard réflexif sur cette production. Et on ne comprend jamais aussi bien les choses que quand on les vit, hein. Et donc, le fait de devoir, un peu comme on voyait l'activité, réfléchir les photos que l'on va poster en se posant la question de savoir pourquoi il y en a certaines qui ne peuvent pas y aller, c'est mieux que de dire aux enfants, attention, hein, c'est le droit à l'image, et faire une leçon ex cathedra sur cette notion de droit à l'image, par exemple. Et donc, on amène les enfants à produire et on les amène justement à partir de ce qu'ils produisent à réfléchir. Voilà pourquoi il y a cette création de contenu qui va être évidemment progressive dans le niveau de difficulté des contenus à produire. Et puis, vous voyez que le dernier, c'est le volet sécurité. On ne l'entame en termes d'attendu qu'à partir de la 6e primaire. Là aussi, il y a une raison. Alors, je vais pour l'instant, vous laisser un peu vous poser cette fameuse question, mais pourquoi pas avant? Il y a une raison, je vous la donnerai, mais quand on viendra au volet sécurité tout à l'heure, c'est un petit teaser quoi, en fait, hein. Voilà, je demande s'il n'y a pas une question qui doit être posée là maintenant d'après ce que je vois. Et donc, dans ce cas-là, Françoise, ça va être l'occasion de l'accueillir sur scène. Françoise Skittecat, qui est donc là et qui va devoir d'entrée de jeu venir me rejoindre et donc poser cette fameuse question que je n'ai pas vue défiler. C'est pour ça que je vais me permettre de lui demander à elle. Françoise, je ne sais pas si tu es là et si tu vas pouvoir m'aiguiller par rapport à cette question. Voilà, dès que tu peux te connecter, tu vas le faire. Voilà. Françoise, non, je ne suis pas Françoise. Oui, Françoise a changé Il y a des petits soucis de connexion, à mon avis. Donc, il y avait plusieurs questions, en fait, Marc, pour toi. Ouais. Si tu veux, donc, une de Thierry, donc on va la poser en direct. Que fait-on pour les profs qui seront en P5 en 2024, puis en 2025 en P6, et inversement pour son collègue? Le problème se pose chez nous. Donc, je suppose que c'est une histoire de profs qui se baladent en P5 et P6. C'est pas pour rien que, en tout cas au niveau du réseau, on est sur des idées de programme où on a couplé P4, P3, P4 et qu'on a couplé P5, P6, or que le référentiel, lui, est vraiment annualisé. C'est parce qu'on sait très bien que dans les écoles, il y a cette réalité de cycle qui a toujours existé et qui existera encore. Et donc, évidemment que on va rester à fonctionner comme ça, hein. Et si on peut de toute façon justifier le fait que sur l'ensemble des 2 années, on aura travaillé l'ensemble des attendus, on est bon, hein. L'idée, c'est que les enfants progressent et donc il y a ces balises qui sont fixées. Ah ben là, voilà, Françoise. Voilà, Swift Blaze, c'est pas du tout les deux mêmes, hein. Non. Bah oui, voilà, j'ai redémarré. Non, la caméra et le micro ne voulaient pas se désactiver. Enfin, voilà. Et donc, voilà pour la première question. Et donc, je vous présente Françoise, du coup, hein, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, la nouvelle recrue des CTP sur Bruxelles-Brabant. Tiens, Françoise, c'est l'occasion. Présente-toi en 2 mots. Donc, tu es institutrice. En 2 mots, institutrice maternelle au départ, puis institutrice primaire dans l'enseignement spécialisé. Donc non, l'enseignement spécialisé, comme j'ai pu le voir dans le chat, n'est pas oublié, on est bien là. On ne vous oublie pas. Et puis donc maintenant, CTP depuis 1 mois. D'ailleurs, c'est marrant parce que les 2 qui sont avec moi là maintenant, vous 2, Jean et Françoise, vous êtes tous les 2 issus du spécialisé. Donc, c'est bien la preuve que le spécialisé… Et justement, alors je rebondis sur une question. Un volet numérique sera-t-il prévu pour l'enseignement spécialisé? Alors, comme pour tous les programmes, l'idée, c'est que le programme, il doit être utilisé dans le spécialisé, contrairement à ce qu'on pense en se disant on va pouvoir faire un peu à notre sauce. Non, non, c'est un document officiel qui est tiré du référentiel. Et donc, en fonction du niveau de maturité, évidemment, des élèves, on va devoir mettre en application ce référentiel. Et j'ai envie de dire, toutes les compétences numériques qui sont à développer chez les enfants dans l'ordinaire, les enfants du spécialisé en auront besoin aussi. Et ce serait dommage de se dire on va les en priver parce qu'ils sont dans le spécialisé. Enfin, je ne comprendrais pas la raison du tout. Et donc, oui, évidemment qu'il faudra mettre en application ce programme dans le spécialisé, hein.
Tout à fait. Merci Marc pour ta réponse. Alors, tant qu'on y a une dernière, comme ça on est bon pour partir sur la suite. Y a-t-il dans le programme une liste d'activités à réaliser par année qui est prévue pour nous accompagner? Et là, je pense qu'on va en parler par la suite. Donc, Ça ne parle pas trop là-dessus, hein, Marc. Voilà. Ne parle pas trop là-dessus. Non, ça devant justement ce qui va se faire là maintenant, parce qu'en effet, vous allez voir qu'on va vous nourrir. On va vous nourrir de pas mal d'activités. Alors déjà, à travers le programme, puisqu'on aura les fameuses pages de droite, hein, avec déjà des pistes d'activités qui seront réalisées pour pouvoir justement mener les activités proprement dites. Mais pas que, mais ça, ça sera pour la plus fin. tard. Oui, Voilà. ce sera pour la fin. Voilà. Allez, je vous laisse. Bah oui. Merci à vous deux. Donc, François, on te reverra pour d'autres questions tout à l'heure, du coup. Ça va. Voilà. Tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Et donc, on va revenir sur ce fameux programme hein, maintenant, avec donc justement l'idée, et c'est ça qu'on je vous évoquais, c'est que les programmes, ils vont être conçus, mais c'est toujours le même hein, pour toutes les disciplines, et c'était déjà le cas dans ce qu'on va appeler maintenant l'ancien nouveau programme. Les pages de gauche qui sont vraiment la reprise de tout ce qui est dans le référentiel, avec l'idée que, comme je le disais, contrairement à ce qui se passe pour les référentiels, ici, on a couplé les années et donc on a P3, P4 avec la possibilité de voir l'évolution. On a couplé P5, P6 avec cette même idée. Donc ça, c'est la page de gauche avec les attendus qui sont fixés. Et puis la page de droite, où là, en fait, on a vraiment des balises qui cadrent un peu justement ce qu'il faut faire et pourquoi il faut voir telle ou telle chose. Et puis, on a aussi et surtout déjà là des pistes pour l'apprentissage et donc des activités qui sont là proposées pour justement les mener. On va aller jeter un petit coup d'œil d'ailleurs dans ce qui est proposé. Et peut-être avant ça, parce que je vous ai dit qu'il y avait 4 champs. En fait, on pourrait presque parler d'un 5e, même si ce n'est pas tout à fait ça. En fait, il y a, vous allez me dire, mais de quoi il parle en fait, il y a ce qu'on appelle les contenus communs au FMTTN. Donc, à la fois pour le premier volet qui est formation manuelle technique technologique et le deuxième volet qui est numérique. Puisque je rappelle, hein, la discipline, c'est FMTTN. Et donc, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, en fait, l'idée, c'est qu'on va apprendre aussi aux enfants à adopter une posture ergonomique. Alors, quand on parle de posture ergonomique, c'est par exemple apprendre, quand on est devant l'écran, à se tenir correctement. Quand on est sur la deuxième visée, qui est éviter le gaspillage des consommables et des énergies, ben, c'est apprendre à fermer sa machine quand on n'en a plus besoin. C'est apprendre aussi à avoir le réflexe de ne pas se dire, ben, dès que ma machine paraît un peu vieille, de la changer. Et pouvoir, si on veut travailler le traitement de texte, ça c'est valable aussi pour les enseignants d'ailleurs, ben, se dire qu'avec une machine qui a 10 ans, on peut toujours travailler et faire du traitement de texte si on le veut. Et puis alors il y a, mais ça ce sera surtout, je vais le présenter dans quelques instants, la contextualisation des apprentissages. Et là, on va surtout débuter pour le volet numérique à partir de la 5e année. Et donc, si je veux revenir simplement sur quelques exemples, ce sera hein, dans le programme, donc je parlais de la posture, mais c'est aussi, quand on est sur l'ergonomie, c'est apprendre à mettre ses mains correctement sur le clavier. Quand on est en train d'écrire. Tout ça fait partie de choses à apprendre aux élèves. On sera donc sur le gaspillage, je vous l'expliquais, c'est aussi se dire, tiens, et si on réfléchissait d'autres stratégies que de devoir tout imprimer quand on dit rechercher des informations et donc les enfants impriment ce qu'ils ont trouvé sur Wikipédia, bah, si à un moment donné, parce que c'est souvent le cas, il faut le reconnaître, si à un moment donné on se trouvait une autre stratégie pour éviter d'imprimer et comprendre en quoi c'est intéressant de le faire. Bon, tout ça, vous le découvrirez dans le programme. Hein. Je ne vais pas tout vous lire, évidemment. Je sais que c'est beaucoup de texte, ce sont des captures d'écran, évidemment, de ce qu'il y a dans le programme. Et puis en P5, P6, je le disais, c'est la contextualisation des apprentissages. L'idée, c'est vraiment de, si on est en train d'apprendre le numérique, c'est aussi intéressant de faire le parallèle avec ce qui se passe réellement dans la vie. Donc, par exemple, on va se créer une étiquette. Alors, qu'est-ce qu'une étiquette? En fait, on a l'étiquette, c'est la façon de bien se conduire. Hein, et la netiquette, c'est la façon de bien se conduire sur le net. C'est une charte d'utilisation du numérique, par exemple. Et bien, quand on va construire sa étiquette numérique, on va faire le parallèle avec justement ces autres chartes, ces autres étiquettes que l'on a dans la vie de tous les jours pour comprendre que c'est important et faire le parallèle justement entre les deux. On va apprendre à ne pas dire de gros mots parce que dans la vie réelle, je l'ai dit, sur le numérique, c'est réel aussi, hein, mais sur la vie non numérique, on ne doit pas dire de gros mots. Pourquoi est-ce qu'on le ferait de l'autre côté? Voilà, par exemple. C'est aussi voilà, découvrir
quand on travaillera la notion de codage, à partir de la P5, surtout les algorithmes, à partir de P5, P6, c'est aussi faire le parallèle et se rendre compte que dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui sont justement liées à des algorithmes. Quand on prend les feux rouges, on est clairement dans le feu rouge qui passe du vert au rouge, etc., en passant par l'orange, il ne faut pas l'oublier. On est clairement dans il y a un algorithme qui a été écrit. Et donc, faire le parallèle, c'est important pour donner du sens aussi aux apprentissages. Voilà, ça sur ça, donc les contenus communs. Alors, je viens maintenant clairement à, j'espère ne pas être trop bavard, mais en même temps, c'est le but, c'est de découvrir plein de choses. Donc là maintenant, on a le premier volet. On va commencer par celui-là, ce n'est pas parce que c'est le plus intéressant ou le plus important, c'est juste parce qu'il y a un ordre qui est établi comme ça. Information et données, et donc au niveau du primaire, on l'a dit, c'est surtout en 3e et 4e primaire que l'on va travailler ça. Et donc c'est à la fois, ça ce sont vraiment les compétences visées, c'est à la fois effectuer une recherche pour répondre à un besoin suivant une stratégie pertinente. On va voir qu'il y a des outils que l'on va utiliser pour ça et qu'ils vont devoir apprendre. C'est apprendre aux élèves, on sera en P4, à évaluer la fiabilité contextuelle d'une source. Alors, ce sont encore des gros mots, je vous rassure, on va clarifier. Et puis, c'est organiser des données afin de faciliter leur gestion. Donc ça, ce sont les trois attendus, les trois compétences. On va commencer par la première, avec donc effectuer cette recherche pour répondre à un besoin. Et là, alors c'est écrit petit, mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont écrites en gras. L'idée, c'est d'abord qu'en P3, par exemple, on va travailler, découvrir les moteurs et les outils de recherche, et on va apprendre à mettre des mots-clés, mais de façon collective, avec l'enseignant, pour, en P4, pouvoir être beaucoup plus autonome et pouvoir taper les bons mots-clés de façon individuelle, les trouver de façon individuelle quand on sera là. Donc ça c'est pour généraliser. Et si on va sur des exemples, et là, on est vraiment clairement dans ce qui sera dans le programme, dans les pages de droite. On ne va pas tout vous montrer, mais en montrer quelques-uns. Là, par exemple, l'idée, c'est justement d'observer des moteurs de recherche, ne pas se contenter de un, mais aller sur Google, aller sur Wikipédia, je les oublie du coup, sur les moteurs de recherche, ils sont là pour Quan Junior, voilà, c'est celui que je voulais citer, avoir vraiment une vision différente et voir comment chacun fonctionne et essayer de comprendre leurs points communs, leurs différences et vraiment comment ils vont faire pour aller chercher les informations. Donc ça, c'est une activité super intéressante à faire avec les enfants, ne pas juste les utiliser pour les utiliser, quoi. C'est aussi, justement, et là on le voit, déterminer des mots, des combinaisons de mots-clés efficaces pour effectuer une recherche. Alors, je l'ai montré celle-là, juste pour l'idée que là, on est dans déterminer. Et puisqu'on est dans déterminer au niveau des élèves, on sera en P4. Ça aurait été choisir si on était en P3, parce qu'on aurait fait des propositions, on aurait été avec eux donc dans des choix et essayer de voir les plus pertinents. Là, on serait là. Là, ils vont chacun écrire donc leurs mots-clés par rapport à une situation qu'on leur donne. Ici, c'est comment l'eau peut-elle s'évaporer. Et on va aller observer les résultats en fonction de ce que chacun a écrit pour évaluer celui qui est le plus pertinent. Voilà une activité à mener avec les élèves pour travailler donc les moteurs de recherche. Et puis là, ici, attention, quand on voit l'exemple, c'est utiliser un outil, il y a même un astérix, vous voyez, un outil de recherche pour trouver des informations dans un même document. C'est quoi la différence en fait entre moteur et outil? Il y en a une. Moteur de recherche, on était sur le web. On utilise un moteur de recherche. Ici, l'outil de recherche n'est pas que sur Internet. On est aussi allé dans des outils qui sont dans ma machine. Quand j'ai un PDF ouvert, on peut avoir avec la loupe, on peut ouvrir la loupe et aller chercher un mot bien spécifique. On peut très bien faire une lecture en allant chercher là où on parle de ce mot-là pour trouver l'information. Quand on est sur sa machine, quand on cherche un document, vous avez en bas une petite loupe pour effectuer une recherche sur un document que je ne sais plus où il est. C'est un outil de recherche. On va apprendre à utiliser ces outils-là aussi. Et donc, on va aussi, et donc je vais juste aller un peu plus vite, mais aussi essayer de comprendre ce qu'est Internet. Et les enfants vont devoir donc avoir une vision générale de la façon dont fonctionne Internet, prendre conscience qu'il y a tout un tas d'ordinateurs, de serveurs qui sont interconnectés. C'est le web sur lequel je vais naviguer pour aller trouver l'information, le web.
Mais il y a aussi sur Internet d'autres espaces comme mon Drive qui ne sont accessibles qu'à moi. Il y a ma mailing list qui ne fait pas partie du web, qui fait partie d'Internet, où j'ai accès via un mot de passe spécifique et qui m'appartiennent. Et donc, on va amener les enfants à comprendre les deux. Donc voilà, on va venir maintenant, tiens, et on va le faire régulièrement avec un petit focus sur une activité qui a été réalisée dans une classe. Benoît, d'ailleurs, va me rejoindre, Benoît Kettels, puisque c'est toi qui es allé réaliser cette activité. On est donc là vraiment sur le travail sur le moteur de recherche, dans ce que tu vas nous présenter. Et tu as été tester ça auprès d'Élise, qui est référente numérique d'ailleurs, à l'IND, aux AIF, à Sermon-Saint-Guibert, hein, ça, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc, l'activité, elle propose une double approche, en fait, des moteurs de recherche. C'est ça, oui. Donc, il y avait deux objectifs à l'activité. Elle s'est passée en 2 temps. Donc, la première partie, c'était vraiment comparer une recherche sur un support papier et sur le support numérique. Et une autre partie, c'était le deuxième objectif, c'était comparer vraiment les différents moteurs de recherche. Donc, le contexte, c'était les élèves avaient le projet de faire une recherche sur leur province. On s'est tout de suite rendu compte que c'était compliqué de trouver vraiment des documents écrits, justement des livres, etc. Tout le monde maintenant a l'habitude d'aller sur le net pour faire des recherches. Et donc, on a vu les avantages et les inconvénients avec les élèves de cette recherche sur le web. Donc, ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, on leur a demandé donc, de voir quels étaient les moteurs de recherche qu'ils connaissaient. Ils nous ont parlé évidemment de Google, et il y en avait vraiment très peu qui connaissaient tout ce qui était Ecosia, Quant Junior, Quant. Et donc voilà, et pour ce faire, donc, on a utilisé aussi une encyclopédie en ligne qui s'appelle Wikimini et aussi Wikidia. Donc vous allez justement en entendre parler dans le reportage qui suit, dans la petite interview d'Élise. Voilà, on va écouter Élise qui réagit justement à l'activité qu'elle a testée en classe. Cette recherche sur Wikimini qui finalement est super intéressant, et c'est une encyclopédie qui est assez facile à utiliser pour les élèves, quoi. Et je trouverais ça aussi intéressant peut-être d'aller sur les pages d'accueil de chaque moteur de recherche et de faire une recherche, la même recherche sur chaque moteur de recherche pour vraiment voir les différences aussi, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas le même nombre de résultats, on se rend compte que les propositions sont différentes, etc. Donc je trouve que ce serait intéressant à faire en plus. Voilà, c'est intéressant, hein. On le voit ici, Benoît, cette approche avec le livre, l'outil numérique via le moteur de recherche. Les enfants, ils ont ressenti comment ça, cette double approche? On s'est bien rendu compte que ce qui était compliqué, ils n'avaient pas du tout l'habitude de faire des recherches sur le web. Donc, on voit bien dans le programme, donc ils n'ont pas vécu le programme de troisième, tout compte fait, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Donc, les recherches se font de façon collective lorsqu'on est en troisième année, donc ils ne l'ont pas vécu. Donc, en quatrième, individuellement, c'était assez compliqué. Et donc voilà, mais en tout cas, c'est possible. Mais vraiment, l'idée, on parlait tantôt justement de ces contenus communs et de me faire un parallèle entre ce que l'on fait sur le net et ce que l'on fait dans les livres. C'est clairement ce qui a été fait là, au travers de l'activité. Donc voilà, très intéressant à mener. Et c'est même marrant, parfois, c'est de lancer un défi de groupe. Il y a un groupe qui cherche dans les livres, un groupe qui cherche sur Internet. On est parfois surpris. Et puis après, on analyse pourquoi, justement, un a été plus vite que l'autre. Merci, Benoît. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Merci, Marc. Voilà, merci Benoît. Et donc, on va continuer avec… il y a beaucoup de contenu dans ce webinaire. On est là maintenant sur questionner. Alors, c'est un mot important. On est donc évalué, ça c'est la compétence générale, évaluer la fiabilité contextuelle d'une source. Alors, c'est une compétence qui va se construire, on disait, encore dans le secondaire. Ici, on est en P4. Et donc, questionner, c'est le mot, questionner la fiabilité d'une source. L'idée n'est pas de dire c'est vrai ou c'est faux. L'idée est de trouver les éléments qui vont permettre de justement la questionner et se demander si, tout compte fait, on ne doit pas se méfier
C'est ça l'idée générale. Et donc là, par exemple, il y a un site, alors il sera, le lien est dans le digipad des webinaires. Et donc là, par exemple, c'est une activité qui est proposée où on doit répondre à un tas de questions pour dresser la carte d'identité d'un animal. Et je peux vous dire que il s'appelle le rhinograde. On a des détails, on a des schémas sur cet animal. Les enfants effectuent des recherches. Et puis, au départ, ils ne se rendent même pas compte que c'était un animal qui n'existe pas. Et puis, dans la suite, on essaie justement on leur précise et on essaie d'aller identifier les éléments qui auraient dû nous mettre sur la voie. Voilà. C'est une activité justement pour apprendre à poser des choix et voir un peu les éléments qui pourraient questionner la fiabilité. Questionner la fiabilité, c'est aussi observer une page qu'on va leur proposer, une page sur laquelle des liens ne sont pas actifs, c'est une page avec une adresse un peu fictive que l'on aura choisie pour ça, et puis se poser la question de savoir si déjà l'adresse, et Dieu sait qu'on se fait avoir, hein, parfois en tant qu'adulte, quand on reçoit des liens, on ne fait même pas attention que le lien ne ressemble à rien, et on va cliquer dessus. Eh bien, voilà. On va apprendre aux enfants justement à poser les bonnes questions pour questionner la fiabilité. Ce sera aussi, par exemple, s'interroger sur le fait que l'information a été véhiculée sur une page de réseau social, ou ça a été véhiculé sur un site d'information en ligne ou autre. Et là, par exemple, une activité qui a été testée. Alors, cette activité, vous y aurez accès. On vous expliquera après comment, hein, avec des fiches qui seront vraiment prêtes pour vous. Et là, l'activité qui a été testée, on est allé dans une classe de P4. On est du côté de Frères. C'est Lisa Tunke qui a accepté de tester cette activité. Et donc, ils ont reçu 4 documents. Les 4 avaient vraiment un vocabulaire complètement différent. Un était sur le conditionnel, un était sur un texte où on tutoyait. On est sur, en bas à droite, une page LN24, donc un site officiel de presse. L'autre, c'est un blog. Au-dessus à droite, on était sur un extrait d'une page de Facebook. Et donc, la question qu'on a posée aux enfants, c'est et si vous deviez maintenant les classer du plus fiable au moins fiable? Et sur quels critères? Ils s'arrêtent d'abord aux images et puis on essaie de rentrer progressivement dedans. Et bien, je peux vous dire que franchement, c'est bluffant. Et les enfants, quand on les pousse dans cette analyse, nous sortent des choses auxquelles on ne penserait pas forcément nous-mêmes. D'ailleurs, on va les écouter, tiens, puisqu'il y a un petit retour des enfants sur l'activité vécue. Au niveau des enfants, je pensais qu'ils allaient rester vraiment sur le superficiel, peut-être juste regarder l'image, lire le texte, mais sans creuser. Ça sert à faire une recherche pour que tu saches si les réponses sont vraies ou fausses. Il y a des trucs qui sont vrais, la plupart, et il y a des trucs qui sont faux. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve ça amusant de faire des activités comme ça. Et moi maintenant, quand je vais chercher sur Google, je vais un peu bien regarder en regardant les images, le texte, enfin un peu partout, quoi. L'ours, quand il a été sur Mars, vraiment c'est faux parce qu'un ours ne sait pas monter sur Mars parce que autrement comme il n'a pas de caisse, alors il sait pas respirer et il peut mourir sur Mars. Voilà, logique, hein. Logique. Et donc, ces enfants vraiment sont allés. Alors, dans un premier temps, je dis, hein, ça s'arrêtait sur des détails limites, alors que l'information en dessous à droite avec cette tête d'ours, il s'arrêtait. Évidemment qu'il n'y a pas une photo d'ours sur Mars, c'est impossible. C'est ce qu'ils allaient au départ. Et puis, on leur a dit, mais allons un peu plus loin, essayons d'observer les choses. Et progressivement, je dis, un tas de détails sont arrivés à tester et vous aurez, je vous promets, la possibilité de pouvoir tester cette activité-là en classe parce qu'on vous offrira un lien sur lequel aller. Mais ça, Jean a bien dit, on en parlera à la fin. Donc, on va continuer avec l'organisation des données. Donc, apprendre aux enfants à organiser des fichiers dans leurs outils numériques. Dieu sait que ce n'est pas évident, Dieu sait que même nous adultes, hein, on enregistre nos fichiers avec un nom sans vraiment avoir une véritable logique et donc du coup, quand on veut les retrouver un peu après, on ne sait plus où ils sont.
Eh bien, on va apprendre aux élèves à s'organiser, tout comme on leur apprend à organiser leurs feuilles. Et donc, on va, par exemple, leur proposer d'essayer d'imaginer dans un espace tel que, justement, le Digipad, tiens, comment pourrait-on l'organiser que pour aller déposer des documents pour un projet qu'on est en train de mettre en place. Alors, on n'est pas là dans l'idée d'aller utiliser, de déposer soi-même, sans l'aide de l'enseignant, les documents. Ça, ce sera pour plus tard, ce sera en P5, quand on sera sur la collaboration. Là, on est vraiment sur l'idée d'imaginer cette structure des documents dans cet espace de stockage des informations. On est aussi sur déterminer une stratégie pour pouvoir renommer justement les fichiers numériques, pouvoir les retrouver et que si le copain doit aller chercher un document qui a été commencé par un, qu'il puisse le retrouver. Et pour ça, en fait, tout simplement, on va essayer de déterminer une stratégie dans les noms. Peut-être commencer par le prénom de celui qui l'a fait, peut-être, enfin, on va envisager et on va voir si ça fonctionne. Et puis, il y a, et d'ailleurs, Mike me rejoint, il y a une activité que tu as vécu, Mike, avec des élèves de Gansoren. Et donc là, l'idée, c'est comme on le voit, de travailler. Mais alors, c'est marrant parce qu'on vient de le voir. Hein, dans l'activité précédente, il travaillait avec des feuilles. Il n'était pas du tout avec, alors qu'on travaille le numérique, il n'était pas du tout avec des écrans devant les yeux. Pareil ici, en fait. La démarche, elle est d'abord hors numérique alors qu'on apprend le numérique. Tout à fait. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis donc intervenu avec Françoise dans cette école et c'est clair que au départ, notre idée était de vivre une activité déconnectée, c'est-à-dire que on est parti du matériel que les élèves utilisent au quotidien, c'est-à-dire leur classeur, leur farde, au sein desquels il y a déjà un classement. Il y a des intercalaires, elles sont déjà correctement rangées et en plus, ces classeurs comportent des noms. Donc, on a questionné ces noms, savoir si ça avait du sens pour eux, oui ou non. Et puis, progressivement, on les a fait ranger des fiches qui représentaient en fait du matériel numérique comme des fichiers. Et là, les élèves ont essayé de les nommer, de les classer dans ce qu'on a symbolisé par des dossiers, des sous-dossiers. Et ils ont eu également l'occasion de pouvoir aborder toute une série de mots de vocabulaire comme disque dur, clé USB et ainsi de suite. Progressivement, on est arrivé à un classement pour faire une petite exercitation sur tablette en leur demandant de reclasser des fichiers au bon endroit. Ouais, intéressant. Et au niveau des élèves, ça a été facile. Ils ont pu percevoir cette organisation. Alors, ça n'a pas été évident, forcément, de pouvoir la matérialiser. Quand c'était leurs propres outils, c'était plus simple. Ce qui a été le plus difficile pour eux, ça a été surtout de pouvoir nommer des catégories. Quand on a regroupé certains éléments ensemble, il fallait trouver un terme générique. Ça fait quand même appel à pas mal d'autres compétences aussi. Et c'est ça qui était vraiment hyper riche. Et au final, ils y sont arrivés avec des noms hyper variés. Cela dit, je te demande ce que les élèves vont éprouver, et si on les écoutait parler de ce qu'ils ont vécu, je crois que c'est encore plus simple. Oui. J'ai beaucoup aimé quand on avait classé les dossiers parce qu'on ne savait pas du tout quoi faire et après on a tout de suite compris qu'il fallait les ranger ordre par ordre. Moi j'ai un peu appris beaucoup de choses dans le travail. Par exemple, pourquoi ça s'appelle classeur et pas autre chose. J'ai tout aimé, sauf j'ai pas trop aimé quand on faisait avec l'ardoise parce que c'était un peu dur. J'ai appris dans les disques durs il y a les dossiers et dans les dossiers il y a les sous-dossiers et dans les sous-dossiers il y a les fichiers. Ah oui, l'organisation. Et moi avant je savais pas que mon ordi avait un disque dur. Il faut pas que ça soit en bordel. Ou sinon on sait pas où sont les feuilles ou les dossiers. À un moment donné, on a compris que le fichier allait dans le sous-dossier et que le sous-dossier allait dans le dossier. Du coup, à un moment donné, on a compris et ça a été beaucoup plus facile. L'activité était ultra cool. Voilà, les élèves de Guillaume Van de Kerkhoff, on ne l'a pas cité, et donc il l'a dit, il ne faut pas que ce soit en bordel, et c'est vrai dans ces documents papier, c'est vrai aussi dans ces documents numériques. Il parlait d'une ardoise, tiens, la difficulté de travailler avec l'ardoise, c'est quoi ?
Eh bien, c'est ce que je citais tout à l'heure, en fait. Donc, c'est vraiment le temps d'analyse, d'essayer de trouver un nom pour regrouper différents types de fichiers. C'est ce qui leur a posé le plus de problèmes, mais au final, ils y sont arrivés. Et je tiens juste encore à placer un petit remerciement, donc évidemment à Guillaume et en fait à Madame Karen, qui était au départ la titulaire qui était censée tester l'activité, mais qui était absente malheureusement. Donc voilà, un grand merci à ces deux personnes d'avoir pu tester parce qu'au final, les élèves ont trouvé ça top et nous aussi. Voilà, merci à l'équipe du Sacré-Cœur de Gansoren, tout simplement, hein, de nous avoir accueillis, comme d'ailleurs beaucoup d'écoles, pour nous permettre de tester les activités et ne pas vous raconter n'importe quoi. Merci, Mike. Voilà. Voilà, on va poursuivre avec la découverte du programme maintenant. Et donc, on va enchaîner cette fois avec la création de contenu. Il y a du lourd, hein, parce qu'on l'a dit, alors je ne vais pas tout vous dire, mais parce que on pourrait prendre des heures. Mais en tout cas, dans la création de contenu, on l'a dit, c'est vraiment une porte d'entrée importante au niveau du numérique pour la réflexion. Pour ce qui est des compétences, en fait, on le voit, on est en P3, P4, P5, P6 et même au-delà, hein, en secondaire, sur produire et traiter des contenus multimédia, avec évidemment des attentes qui vont progresser en fonction de l'année dans laquelle on se trouve. On va être sur produire et traiter des contenus dans un traitement de texte. Ça, c'est la 4e année. En 4e, on va travailler ce traitement de texte. On va être sur concevoir un algorithme pour résoudre un problème simple ou bien concevoir un programme pour résoudre un problème. On est en fait dans le début du codage et dans la compréhension. On a eu un webinaire la fois dernière là-dessus, hein, donc de cette logique algorithmique, cette logique numérique. Et donc ça, on sera en P5, P6, on poursuivra par la suite. Et donc, si c'est pour P3, et puis P4, on va travailler l'image. Alors, l'image, c'est surtout dans un premier temps la produire, mais pas juste faire une photo pour faire une photo. Évidemment, on va l'écrire, cette photo. On va comprendre que ça nécessite une écriture, justement, que pour ça, il va falloir orienter, il va falloir cadrer d'une certaine façon. Donc, voilà, toute cette réflexion qui sera là. Et puis, en 4e année, on va travailler sur même le traitement d'une image en respectant une consigne, la relier, un peu dans voilà, tout un tas de choses à réaliser. Et donc, par exemple, dans les activités pour la création de contenu, on est sur définir une ou des stratégies pour s'assurer que le droit de l'image de chacun est respecté. Parce qu'en P3, là, on va vraiment fixer cette notion de droit à l'image et amener à ce que les enfants puissent réellement mettre des mots dessus et puissent l'appliquer. D'où l'intérêt de les amener à faire eux-mêmes les photos. Et ça, on peut même le faire dès les tout petits, hein, pour prendre conscience qu'il y a des photos qu'on ne peut pas mettre parce qu'il y a des copains qui ne veulent pas y être, par exemple. Et que voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe si on allait à l'encontre de ce droit à l'image. Mais c'est important, hein, de le faire. On est en P4 sur aussi, outre l'image, utiliser conjointement 2 logiciels. C'est-à-dire, par exemple, c'est le cas qui est précisé là, il y a une vidéo à ouvrir sur laquelle se trouve le contenu d'un savoir écouter qu'ils vont réaliser. Et puis, il y a à côté une fenêtre à ouvrir parce que le questionnaire, il est sur un document, sur un traitement de texte. Et donc, je vais devoir aller répondre là. Et donc, il va falloir apprendre. C'est vrai là, c'est vrai aussi sur une tablette, par exemple, hein. C'est un exemple. Et dans la création, je parlais des images, avec l'idée vraiment de se poser la question par rapport à ça. Mais on est sur du contenu multimédia, vous l'avez vu. Et je propose que François nous rejoigne pour parler justement d'une activité réalisée. On parle beaucoup dans les écoles et quand on va en formation, on l'évoque beaucoup. C'est cet outil Book Creator qui est un outil justement qui permet de créer du multimédia, texte, voix, vidéo. Mais puisque vous l'avez testé en classe auprès, je vois ici des élèves de Julien Dricot, c'est ça, de l'ISJ de Libramont. Oui. Ouais. Et donc, l'idée, ça s'est passé comment en fait? Les enfants ont découvert le logiciel, je crois, ils ne connaissaient pas. Oui, tout à fait, Marc, bonsoir. C'était effectivement la première fois qu'ils utilisaient cette application, Book Creator, qui est donc une application en ligne. Et donc, dans un premier temps, ils avaient au préalable, avant que nous ne venions, ils avaient pris des photos, simplement avec la tablette. Et puis là, ils ont d'abord découvert simplement l'outil de manière intuitive. Par contre, on a obligé les élèves à se grouper par 3,
Ça nous semblait être un nombre suffisant pour pouvoir en tout cas permettre pas mal d'interactions et faire en sorte que quelque part, ils découvrent peut-être des choses que seuls ils n'auraient pas fait. Et puis nous avons ensuite proposé une petite mise en commun avec une projection sur un écran. Et puis quelques petites applications sur Learning Apps pour voir si les enfants avaient vraiment été chercher toutes les petites subtilités de l'application. Et puis alors, on est parti alors sur quelque chose de créatif, puisqu'on leur a demandé de réaliser une présentation. Dans le cas présent, ici, c'était réaliser une présentation de l'école sur base des photos qu'ils avaient prises. Et donc, ils devaient absolument intégrer de l'image ou de la vidéo, du son et du texte. Et donc, toujours en travaillant par 3 ou 4, ils ont d'abord dû se mettre un petit peu d'accord sur un format de livre commun. Ça, c'est ce qu'on a fait tout en grand groupe. Et puis enfin, ils ont été produire, on leur avait demandé de produire 2 pages en utilisant les supports photos, vidéos qu'ils avaient déjà au préalable pris. Alors, ça paraît quelque chose d'énorme à réaliser. Moi, je suis enseignant, je me dis, mais je n'ai pas le temps, ça va leur prendre des heures et des heures. En fait, concrètement, la découverte et la réalisation du livre, ça a pris combien de temps? On est parti sur 1h15 environ. Ah oui, pas plus. Et non. Ouais. Et puis bon, alors après, il y avait aussi le temps où on a fait un petit peu la mise en commun. Hein. On a évalué aussi ce qu'on avait découvert, mais en 1h15, c'était fait. Oui. Après, voilà, ce qui va être intéressant, c'est la discussion, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est de faire une analyse du support en disant, est-ce que l'intention est bien respectée? Est-ce que les images sont bien cadrées? Est-ce que le texte est lisible? Voilà, ça c'est des éléments, mais ça on n'a pas fait. Mais c'est un élément qui pourrait venir par la suite, évidemment. Oui, et c'est là où c'est important. Et c'est là où justement on n'est pas juste en train de créer du contenu à la limite du français, avec des associations verbales, non verbales. Là, on réfléchit le numérique. Donc on est vraiment dans le volet numérique. C'est produire pour réfléchir le média. Mais François, cela dit, Julien, tu lui as posé la question de savoir, tiens, et après, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et du coup, il a eu plein d'idées, on va l'écouter. Pourquoi pas la réalisation de synthèse pour les élèves, je pense plutôt à l'éveil, où ils pourraient chacun représenter une partie d'une matière, comme sur la préhistoire et différentes facettes de la préhistoire que chacun travaille, chacun anime, chacun imagine, crée et rassembler chaque création, chaque partie de synthèse de chacun pour en faire un livre de thème, pourquoi pas. En maths aussi, pourquoi pas. Voir les solides et puis un chapitre, je vais dire entre guillemets une partie sur les surfaces, les angles, puis remettre tout ça au fur et à mesure de l'année en un livre et partir l'année suivante avec je veux dire son livre, sa valise de contenu. Ouais, chouette toi qui réagis en l'écoutant, mais c'est vrai que c'est voilà. Oui, mais il n'avait jamais utilisé l'outil, et puis là, ça ouvre plein de perspectives. Donc, je crois que tu seras d'accord avec moi que essayer ce genre d'outil, c'est Book Creator, c'est l'adopter en fait. Oui, tout à fait. On peut percevoir encore d'autres utilisations, telles que par exemple, on pourrait imaginer que ce soit un portfolio numérique, dans lequel les élèves puissent aller inscrire, noter, enregistrer leurs impressions sur leurs apprentissages. Ça permet aussi de peut-être faire un lien entre ce que l'enfant vit et entre ce qu'il apprend, entre la famille et l'école. Et donc, c'est un chouette support en termes de portfolio. Merci pour ce partage, François. Et puis, un peu comme à la télé, dans mon oreillette, on vient de me dire qu'il y avait une question à me poser. Donc, je vais devoir t'abandonner pour accueillir celui ou celle, je ne sais pas trop qui d'ailleurs. C'est Françoise. Françoise, donc il y a une question visiblement. Oui, donc il y a Adiana qui demande comment on va pouvoir apprendre à nos élèves à créer des algorithmes, des programmes simples quand nous-mêmes, on ne sait pas le faire. Ah, ça c'est la question. On va y venir aux algorithmes quand on va partir sur c'est d'ailleurs très proche. Et en fait, à nouveau, il y aura des outils. Mais je vous promets que vous savez le faire. En fait, c'est parce ce sont des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, que ce soit algorithme, mais je vous garantis que dans la vie de tous les jours, vous les utilisez. On va parler de logigramme.
Vous allez voir ce que c'est quand on va… Vous les utilisez. Vous faites, même en mathématiques, quand vous faites le classement des triangles avec, ou des quadrilatères avec, il a des angles droits, il n'en a pas, ben vous allez voir qu'en fait, vous êtes en train de travailler les logigrammes. Et quand vous êtes en train d'imaginer un tuto pour réaliser une activité, vous êtes en train de construire un algorithme. Et en fait, je peux vous garantir que vous êtes déjà en train de travailler ça. C'est juste qu'on ne le transpose pas pour l'instant en version numérique. Donc voilà. C'est le vocabulaire qui n'est pas encore… Oui, c'est ça. Et c'est logique, hein. Mais je vous promets que vous allez voir. Et puis, il y aura les idées, il y aura les CTP, Françoise par exemple, sur le Bruxelles-Brabant ou les autres, pour pouvoir voilà, nous équiper. Cela dit, c'est bien P5, P6, ça veut dire que ce n'est pas pour l'année prochaine. Et je vous promets que l'année prochaine, on viendra beaucoup plus largement, d'ailleurs, dans un webinaire, c'est déjà prévu, sur toutes ces notions-là qui sont, il faut le reconnaître, encore un peu floues pour l'instant. Voilà. Voilà. Une autre question? Non, on peut… Non, ils sont sages. Bon, ben, je suis attentif dans l'oreillette et s'il faut revenir, ben, tu reviens. Avec plaisir. Et donc, voilà, on va poursuivre là maintenant. J'avais dit qu'on irait vite dans le timing. Je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, par rapport aux images, par exemple, on va travailler en 4e année. Donc, on questionne la fiabilité. On est aussi sur la notion de fake news. Et donc, une activité qui est vraiment très chouette. Alors, ça, c'est une image qui est inspirée de ce qu'on a trouvé sur Internet. Et donc, c'est l'idée de cette tour auquel on a mis une légende. En élève studieux, Monsieur l'ours lève la patte pour demander la parole. Et donc, on a inventé cette fausse légende. Et l'idée, c'est justement de détourner des photos, d'inventer des fausses légendes, juste pour faire comprendre aux enfants que on peut faire dire tout et n'importe quoi à une photo. Alors là, on s'amuse. Et parfois, c'est pour réellement tromper les gens. Mais c'est pour leur faire prendre conscience de ça. Ou bien, au niveau de l'image, c'est aussi s'amuser à voir les choses autrement avec les outils numériques et on va observer, là c'est la photo d'un arbre, mais on voit un visage. Mais pour ça, on va travailler sur la notion de cadrage. Il a fallu orienter ce que l'on voulait montrer. Et donc, on travaille à la fois la création de contenu et on est clairement en train de travailler le domaine artistique quand on fait ça. Mais en plus, voilà, il y a toute cette notion de comment faire avec l'appareil pour pouvoir donner cette impression. Si j'avais pris tout l'arbre, est-ce qu'on pourrait percevoir la même chose? Et donc là, on est vraiment clairement dans l'appropriation de l'outil numérique au service de la production d'œuvres artistiques, dans ce qui est là. Et encore un exemple d'idée, c'est ici une activité où justement parler de cadrage, c'est amener les enfants à voir les choses différemment, avec des consignes différentes. On est sur le même lieu, les 4 photos ont été prises dans le même lieu. Mais il y a une photo qui est censée dire que la place du village, elle est vraiment chouette, on aime bien s'y trouver, la photo du haut. L'autre, par contre, c'était la consigne, c'est la place du village, elle est sale. Et donc, oui, je peux vous garantir que sur celle du haut, il y a les déchets que l'on voit en bas. Mais évidemment, parce que le gros plan était là, on ne les voyait pas. Ici, on a mis le focus dessus. Juste pour comprendre qu'il y a une intention derrière toutes les photos que l'on prend. Et que forcément, il faut parfois se méfier. Ce n'est pas parce qu'on le voit que c'est réel. En tout cas, que ce n'a pas été manipulé dans l'information. Et les enfants, pour ça, vont le vivre. Ils vont le vivre concrètement à travers une activité. On va d'ailleurs voir un peu ce que ça donne. C'est une image, une intention. On est en P4 et donc là l'idée c'est que justement on a proposé aux élèves de partir par 2 et ils devaient réaliser donc une photo selon une consigne bien précise, consigne que les autres ne connaissaient pas. C'est par exemple la cour de l'école est propre, la cour de l'école est sale pour les autres. Il y avait chaque fois tout et son contraire. Ils ont dû partir là-dessus et ensuite on a demandé aux enfants de pouvoir retrouver la photo qui allait avec la légende. Parfois on les retrouvait, parfois on ne les retrouvait pas. Mais surtout l'intention derrière aussi, c'était qu'ils nous expliquent comment ils avaient fait pour construire la photo. Je propose qu'on écoute le témoignage des enfants et des enseignantes. Il y a 2 enseignantes qui ont tenté l'expérience, une en 3e, Stéphanie, et en 4e, c'est Nathalie Delflorène, qui a réalisé l'activité. Et puis on écoutera les enfants aussi nous parler de comment ils ont vécu l'activité. L'intérêt principal de l'activité, c'est qu'ils aient conscience que le photographe, selon l'intention qu'il a,
va devoir utiliser des techniques différentes, va devoir faire des mises en scène, arranger la photo, et donc l'élève pourra après être plus sensible au fait que toutes les photos ne reflètent pas toujours la réalité. Certains enfants ont expliqué comment ils ont pris la photo. Donc, par exemple, pour exprimer le fait que la cour était grande, ils étaient montés sur un banc pour avoir cet effet de grandeur. Ils ont aussi exprimé le fait que pour présenter quelque chose, ils faisaient un focus, ils photographiaient l'objet de près ou un endroit de près. Enfin voilà, ils ont exprimé les différents points de vue que l'on peut utiliser pour faire une photo. Et ils ont également exprimé qu'ils avaient dû parfois arranger l'endroit qu'ils avaient choisi, faire une petite mise en scène, ajouter des éléments, retirer des éléments pour que la photo colle à la phrase qu'ils avaient reçue. Voilà. Mais on en avait déjà un peu parlé toutes les deux. On s'était dit qu'on allait aller essayer de trouver sur Internet des photos tronquées et d'autres non, essayer de leur demander un petit peu leur avis par rapport à ces photos présentées au TBI. Voir en fait si les photos ont été travaillées dans une intention précise, voir si elles ont été truquées, voir où se trouvait le photographe quand il a pris la photo, notamment par exemple les photos où on voit quelqu'un qui se positionne comme ça et où on voit la tour Eiffel en tout petit, des photos retravaillées au niveau du visage par exemple, et des photos en fonction de la prise de vue, donc en gros plan ou en petit plan. Voilà, on voit juste un élément de la photo ou la photo générale, et donc ça présente un message tout à fait différent. En fait, je veux parler de l'exemple où on voit un chien qui mord un mouton au cou, et en gros plan, et quand on voit la photo complète, le chien en fait essaye de sortir le mouton de l'eau. Voilà. Moi, j'ai arrangé pour que ça colle bien avec la phrase. J'ai pris ce qui était sous la main, j'ai arrangé et puis j'ai fait la photo. Moi, en fait, on n'a rien changé, on a juste pris la photo comme ça. On a essayé juste de diriger la tablette pour que ça soit un peu plus, pour que ce soit mieux avec la phrase. J'ai ouvert la porte au lieu de la laisser fermer. J'ai bougé les déchets pour que, ça fasse semblant que c'était sale alors que c'était propre. Que des fois ils peuvent dire des choses qui sont pas vraies parce qu'ils ils truquent un peu les photos et du coup ça peut être pas vrai. Mais ça se peut que ce soit vrai parce que, imaginons, nous, il y a des photos, on a vraiment pris un endroit avec des papiers, on n'a pas rassemblé des papiers. Ça se peut aussi que ce soit vrai du coup. Des fois il faut croire, des fois il faut pas croire. Voilà, et c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce qu'on a dit, l'idée de les faire produire eux-mêmes des photos avec ce contexte-là, mais c'est beaucoup plus parlant pour eux parce qu'ils l'ont vécu, qu'ils ont triché sur la réalité à certains moments quand elle explique qu'elle a dû ouvrir la porte, ils l'ont vécu, et donc ils se rendent compte qu'en effet on peut manipuler, même dans le discours photographique, on peut manipuler ce discours. Et donc voilà, et ça a pris 2 séquences pour l'activité qui est là. Et à nouveau, on ne passe pas un temps infini devant les écrans alors qu'on est en train de travailler et de réfléchir le numérique, d'apprendre le numérique. Donc voilà, c'est vraiment important et c'est le discours qui est là. Et à nouveau, ici, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Alors je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que je me rends compte que on doit encore pas mal dire de choses. Donc au niveau de la création de contenu, on a et on va partir là-dessus, c'est l'idée du traitement de texte, on l'a dit en P4. Alors c'est aborder les différentes icônes d'un logiciel, c'est s'entraîner donc au traitement de texte en relevant un défi, il est proposé comme par exemple taper cette phrase Anaïs a mal à la tête, c'est devoir refaire une mise en page proposée. Tout ça, ça se trouvera dans le programme que vous allez donc recevoir avant le mois de septembre. Normalement, c'est au mois de mai que ça arrivera dans les écoles.
Et puis, je vais me permettre d'avancer avec justement Mathieu qui l'a déjà rejoint, donc sur une activité que tu as vécue toi justement dans l'approche du traitement de texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu es allé à la rencontre d'une institutrice, c'est Hélène Virgule, qui en fait, pour laquelle en tout cas le numérique, c'était loin d'être évident, quoi. Oui, tout à fait, Marc. Bonsoir tout le monde. Effectivement, le numérique pour cette enseignante-là, ce n'était pas gagné d'office. Et donc, on est parti sur une activité où, dans un premier temps, on a été chercher un peu les prérequis des enfants au niveau numérique et au niveau de la mise en forme d'un traitement de texte. Et donc, on leur a proposé une synthèse vide avec des étiquettes de façon traditionnelle et ils ont dû aller poser ce qu'ils pensaient être juste. Donc, les touches gras, italique, souligné. On avait également de la mise en page un petit peu plus poussée, donc un alignement au centre, aligné à gauche, aligné à droite. Et ensuite, lorsque leur synthèse a été élaborée, ils ont été vérifier leur hypothèse directement sur le clavier, sur le PC et ils se sont rendus compte que finalement, même s'ils écrivaient régulièrement sur une tablette, eh bien, on pouvait vraiment rendre un texte bien plus joli grâce à la mise en forme qu'on trouve dans OpenOffice ou bien dans Word, par exemple, donc directement sur un ordinateur. Voilà, donc un exercice et la prise en main, donc elle n'était pas si évidente que ça pour tous les élèves. Cela dit, à nouveau, de l'idée que ils connaissent, ils utilisent, c'est pas le cas pour tout le monde. Tout à fait. On aurait pu vraiment penser que les élèves allaient taper très facilement sur un clavier, allaient pouvoir repérer très facilement des touches telles que gras, italique, souligné, qui pour nous adultes sont franchement des touches qu'on utilise quasiment tous les jours. Chaque fois qu'on utilise un traitement de texte, ce sont des touches que l'on utilise. Et pour les enfants, ce n'était pas si évident que ça. Je te propose de regarder un petit peu la vidéo de l'enseignante avec les commentaires des enfants. N'étant pas une pro de l'informatique, j'avais un peu peur de ne pas savoir gérer. Puis c'est nouveau, je ne donne jamais l'informatique avec mes élèves, donc beaucoup de questions. Oui, elles ont été levées, ça s'est bien passé. Le déroulement était clair, nous l'avons suivi et toute la leçon a bien roulé. Pour les enfants, les points positifs, c'est de pouvoir utiliser l'ordinateur, chose qu'ils font souvent chez eux, mais en jouant. Et là, ils ont découvert le traitement de texte et on s'est rendu compte que pas mal d'enfants ne connaissaient pas grand-chose, voire rien du tout. Donc ils ont bien dit qu'ils jouaient, mais ils ne vont pas dans ce genre de programme d'habitude. Moi j'aimais bien parce qu'on travaillait à deux, les défis étaient cool et on a appris de nouvelles choses. Que c'était un peu différent que travailler sur une feuille et c'était bien. Pour moi, ce qui était difficile, c'est quand on cherchait les icônes parce que ça, je ne fais pas très souvent. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué et surtout que je les connais pas tous, donc c'était un peu difficile parce que il y avait beaucoup d'icônes à retenir. Et... Ce que j'ai appris, c'est comment changer les textes, comment mettre des couleurs dans les textes et tout ça. J'ai appris des nouvelles touches. Voilà, j'ai appris, je regardais mon micro, j'ai appris pas mal de touches et donc du coup c'est bien la preuve qu'ils ne connaissaient pas, hein, s'ils eux-mêmes estiment qu'ils les apprennent. Et donc un travail en groupe en fait, ils n'étaient pas seuls face à l'écran. Non, ils étaient par groupe de 2 dans un premier temps, donc il y a eu cette phase de recherche et d'hypothèse durant plus ou moins 40-45 minutes et ensuite pour ceux qui avaient terminé la synthèse, il y avait toute une phase d'exercitation, donc des petits défis à réaliser directement sur l'écran. Voilà, et synthèse, papier, à nouveau, mais voilà. Donc, et ça peut rassurer une synthèse papier au départ, hein, donc l'institutrice a survécu, Marc, ne t'inquiète pas. Voilà, et donc c'est rassurant, et justement c'est intéressant de voir ce témoignage, merci beaucoup Mathieu, parce que c'est vrai que Dieu sait qu'on est pas mal à paniquer en se disant, mon Dieu, le cours de numérique, je n'arriverai jamais à le donner, c'est impossible. Voilà, on va ne pas se mettre la pression, on va y aller petit pas par petit pas, et ce type d'activité, je vous promets, ça va bien se passer, si. Et puis, allez, je continue, avec, rapidement, il nous reste tout petit peu plus d'un quart d'heure pour la suite, on va aller au bout. Hein. Produire et traiter des contenus multimédia, c'est donc aussi en 5e primaire, donc produire un document sonore, c'est par exemple travailler sur Audacity, faire l'enregistrement d'une interview et puis aller faire un montage pour supprimer les bruits parasites, par exemple. C'est pour
on est là ici en P5, réaliser donc un graphique. L'idée, c'est qu'ils vont faire un sondage, par exemple. Ils vont encoder les données dans un tableur. Alors, les connus, c'est Excel, il y en a d'autres. Hein. Donc, ils vont encoder et transformer ça sous la forme d'un graphique. Ils devront être capables de faire ça en 5e primaire. En 6e, ils devront être capables donc à nouveau d'utiliser conjointement les fameux logiciels et applications. Ils devront aussi être amenés à réfléchir le rôle de l'avatar, parce que c'est vrai qu'il a une incidence sur moi, et donc quel est-il par rapport à ça. On est évidemment là dans une approche importante, donc P5, hein, ici le rôle de l'avatar, je vois, et donc en P5, il y a pas mal de choses qui vont être abordées aussi. Quand on est dans la création de contenu, je ne l'ai pas cité, mais ils devront aussi, en 6e primaire, utiliser un logiciel de présentation, que ce soit PowerPoint dans les plus connus, que ce soit même un Book Creator, pourquoi pas, que ce soit n'importe quoi en fait, mais ils vont devoir appuyer leur discours, leur fameuse élocution, non plus avec une affiche, mais avec un document numérique qu'ils auront créé. Ça, ce sera en 6e primaire. Donc, vous l'avez vu, on est monté. Et en 6e, donc, il y a ces fameuses notions d'algorithme et de logigramme, de programmation. Alors là, je l'ai dit, on va maintenant juste se rendre compte de ce qu'on nous attend, de ce qu'on va attendre de nous, mais on aura l'année prochaine hein, pour vraiment avoir un webinaire consacré à ça. L'idée, c'est aussi de commencer à travailler avec les enfants, mais de façon déconnectée. Et donc, comme tout à l'heure, on parlait d'une notion en français, ici, on va les amener à avoir une sorte de pré-codage avec des flèches que pour pouvoir suivre. Et donc, on met 2 flèches, on trouve des codes, on se définit des codes que pour pouvoir avoir un parcours qui soit le plus clair possible sur le quadrillage. On est déjà clairement en train de travailler cette logique algorithmique. Et donc, progressivement, comme on le voit là, ils vont installer des flèches et ils vont devoir se déplacer avec l'idée qu'il y a des obstacles à éviter. Là, on est déconnecté. Hein. On n'est pas encore sur des outils tels qu'on nous a présentés pour pouvoir travailler la logique de programmation avec des blocs de code, par exemple. Et donc on voyait ici, vous voyez, les logigrammes, c'est ça en fait un logigramme. Ce sont ces éléments qui vont donc me permettre de voir là où on va. Là, on est alors algorithme parce que justement ça me permet d'atteindre au bout du compte une tâche. Donc ça, c'est l'idée de l'algorithme. Je vais exécuter une tâche et il faut passer par là. Et puis l'idée, c'est qu'on a simplifié à un moment donné l'algorithme pour qu'il soit le plus clair possible et on va travailler là-dessus. Et donc, il y a moyen de travailler là, il y a moyen… Donc là, on est dans la vie de tous les jours. Ce sont ici, par exemple, des algorithmes qui sont proposés dans une situation en cas d'évacuation incendie et il faut pouvoir identifier celui qui correspond pour comprendre qu'en fait, il y a une logique algorithmique que quand on passe sur le codage tel que cela avec des blocs de code, on est en P5, P6, mais on est surtout en P6 ici parce qu'il y a une boucle. L'idée, c'est que voilà, on a une succession de tâches qui ont été programmées pour qu'il y ait une exécution. Et donc ça, on est clairement la création de contenu. Je pense qu'il y avait une question, peut-être la prendre rapidement avant de continuer. C'est… Voilà, Jean. Je suis là. Oui, par rapport à la question, je ne sais pas si on pourra faire aussi le lien avec ce que Stéphane va proposer tout à l'heure. Donc la question était vraiment quand et comment tous les enseignants seront-ils formés pour maîtriser eux-mêmes ce qui est demandé aux élèves? Oui, on va clairement faire le lien alors, avec ce que Stéphane va présenter, puisqu'on est en train de mettre des outils en place hein, par rapport à ça. Alors, il y a ces fameuses fiches de préparation qui seront là, des fiches d'activité, mais ça, Stéphane va y répondre. Et puis, il y aura surtout justement un outil qu'on vous met en place avec plein d'informations. Mais voilà, on garde le teaser. Stéphane arrive dans 10 minutes pour vous en parler, juste avant de terminer. Merci voilà. Marc. Et donc, communication et collaboration, c'est l'autre volet, un volet qui va être activé en 5e primaire, là, et on va demander aux enfants d'interagir, de communiquer, on va demander aux enfants de partager un contenu numérique sur un espace numérique de travail qu'on va leur proposer, et on va aussi leur proposer de collaborer sur un contenu numérique. Alors, pour faire simple, je vais avancer, comme ça on va plus vite, collaborer sur un espace numérique, c'est par exemple, voilà, on fait une recherche pour un projet bien défini
Et donc, on va les amener à les poser sur un Padlet, sur un digipad, ou bien sur l'espace numérique qu'on a l'habitude d'utiliser en classe. Hein. Il y en a une multitude. Mais donc, c'est vraiment amener à ce que ce soit les enfants qui aillent réellement poser avec toute l'organisation qui est en place, avec toute la technicité que ça requiert. Et donc, ça, ce sera pour la P5. On va leur demander aussi, donc, on parlait de netiquette, c'est de pouvoir comprendre cette fameuse notion de netiquette et de rédiger une charte d'utilisation liée à l'espace numérique de travail. Puisqu'on va collaborer sur cet espace, il faut aussi qu'on se fixe des règles pour éviter que, il y ait des problèmes dans les usages que l'on va faire, usages techniques ou dans ce qu'on va dire, des effacements de dossiers ou autres. Donc, on va être là. On est aussi dans l'espace collaboratif sur, alors voilà, Malia n'avance plus, donc sur l'idée d'utiliser un outil de communication pour envoyer un message avec une pièce jointe. Et donc là, par exemple, l'idée, c'est que le prof va proposer, ça peut se faire en classe, hein, ce n'est pas forcément à la maison, l'idée est que le prof va proposer un exercice à réaliser sur un document numérique et l'enfant va devoir l'envoyer. Alors, il est mis un outil de communication, ça peut être par mail, ça peut être un autre système, on peut être dans Teams avec les outils, avec les systèmes qui sont mis en place pour les élèves ou autres. Hein. Mais donc, ils doivent pouvoir le faire. Et ça, Dieu sait que c'est important parce qu'une fois qu'ils seront dans le secondaire, Dieu sait qu'ils vont échanger avec leur prof et comme ça, envoyer des documents en pièce jointe. Donc, on est là. Et puis, au niveau de la sécurité, on l'a dit tantôt, on ne commence qu'en 6e primaire. On ne commence qu'en 6e simplement parce qu'on va surtout donc d'abord prévenir et limiter les risques relatifs à la protection des données et prévenir et limiter les risques de déséquilibre social et psychologique de la personne liés à toutes ces cyberattaques, cyberharcèlement, cyberdépendance. Et dans l'absolu, on va vraiment réfléchir ça à partir du moment où les enfants vont rentrer dans un système social, un réseau social. Ils viennent de le faire en classe avec donc ces espaces collaboratifs. Là, l'idée, c'est qu'à partir de 13 ans et pas avant, ils vont pouvoir aller, normalement, ils n'ont pas à y être avant, sur les réseaux sociaux. Et donc, l'idée a été de dire, on ne va pas commencer à travailler. Oui, on le sait, hein, je vois les sourires. On sait très bien que ce n'est pas le cas. On sait très bien que les enfants sont sur les réseaux sociaux bien avant. Mais la volonté, et ça c'est le ministère qui a décidé ça, c'était de dire, mais si on commence à parler réseaux sociaux à partir de la 3e primaire, c'est quelque part envoyer un signal qu'on cautionne le fait qu'ils y soient, alors que légalement, ils n'ont pas à y être. Et donc, c'était un langage un peu difficile que de le faire. Et donc, du coup, voilà, il y a cette approche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire avant, hein, mais il y a des attendus qui ont été fixés à partir de la 6e primaire pour ça. Et donc, on va travailler, par exemple, aller sur le cyberharcèlement. Il y a une super belle chanson qui s'appelle « Mots d'enfant ». N'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne la connaissez pas, Mots d'enfant de Patrick Bruel. Et on peut très bien, à partir des paroles de cette chanson, justement, essayer de comprendre le climat dans lequel se trouve la demoiselle, et puis, la demoiselle ici ou lui, et donc essayer de comprendre ce qu'est le cyberharcèlement, et puis amener les enfants à réfléchir sur comment pouvoir faire face à ces tentatives de cyberharcèlement. Alors, on n'est pas sur des choses extraordinaires. Hein. Déjà, prendre conscience qu'en parler à un adulte et ne pas garder ça pour soi, c'est déjà une chose importante. Les mettre dans des situations qui vont permettre justement d'éviter ce cyberharcèlement, et Dieu sait que beaucoup en sont victimes. Alors, on est aussi sur l'idée dans la sécurité de créer un mot de passe respectant un niveau de sécurité élevé. On va le réfléchir avec eux, puisqu'ils vont être amenés à s'inscrire sur les réseaux sociaux ou autres. Et c'est là le moment, donc on va leur apprendre à réfléchir ce mot de passe. On est aussi dans l'idée, voilà, par exemple ici, on est en train de naviguer, et puis la question c'est, voilà, j'ai cette fenêtre qui arrive, qui me demande de me connecter ou qui me demande ceci, qu'est-ce que je fais avec
quelle pourrait être la raison pour laquelle cette fenêtre arrive. Et donc, on va les amener à réfléchir à ce genre de situation pour éviter qu'ils tombent dans les pièges. Donc là, mais je dis bien, là, tous ces volets-là, on ira vraiment plus en détail l'année prochaine, mais au moins prenons conscience qu'on va amener les élèves à ça. En P5 et en P6. En P6, on va aussi apprendre à protéger ces données personnelles. Et par exemple, quand les élèves sont occupés à travailler sur un ordinateur de la classe, leur apprendre qu'en fait, ils ne doivent pas sauvegarder dans cet ordinateur, comme on me le propose, le pseudo et le mot de passe, pour éviter que quelqu'un d'autre, un copain ou n'importe qui, vienne dans ces documents sur cet espace collaboratif qu'on utilise en classe. Donc voilà, c'est tout un tas d'approches qui vont être faites et là, on est clairement au niveau des sixièmes, au niveau sécuritaire et ça va continuer. Hein. Tout ce qu'on va présenter là, ça va se poursuivre dans le secondaire avec des niveaux qui vont être de plus en plus évidemment conséquents, des attendus qui vont être de plus en plus conséquents. Et puis tiens, un petit sondage, un petit dernier là maintenant, vous pouvez choisir plusieurs possibilités. Donc allez-y, lâchez-vous. Donc on vous demande de donner le cours de numérique là maintenant, demain. Même pas peur, c'est un chouette défi. Alors je ne suis pas certain ou pas certaine que j'en suis capable. Ça, non, je laisse ça à mes collègues, ou bien j'arrête et je vais vendre des frites. Alors, vous vous situez où dans le contexte qui est là? Je suis un peu curieux de voir ce qu'il en est là maintenant. Alors, je vais essayer de retrouver… pardon, j'ai perdu mon sondage du coup. Voilà. Pops. Je vous laisse encore répondre une fraction de seconde, le temps de faire apparaître. Bon, même pas peur, 33%, donc une personne sur 3, c'est déjà bien. Je laisse ça à mes collègues, personne. J'arrête et je vais vendre des frites. Il y a quand même 4 personnes qui l'ont précisé, 5%. Pas certain que je s'en suis capable. Alors, vous êtes 11%, une personne sur 10 a répondu ça. C'est normal, hein, on l'a dit, mais on a quand même essayé de vous rassurer. Vous l'avez vu avec des activités. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas forcément des grosses compétences numériques que vous ne serez pas capable de pouvoir donner ce cours de numérique. Et puis, si vous avez peur et si vous ne vous sentez pas capable maintenant, et c'est l'occasion justement d'accueillir Stéphane, il y a des outils, on l'a dit, on l'a teasé déjà quelques fois, des outils qui sont en train de se mettre en place. Alors, on ne va pas pouvoir en parler et vous donner des liens maintenant. Je vous dis pourquoi, parce qu'en fait, il y a un lancement officiel qui est prévu dans quelques jours et vous aurez sur la page Facebook toutes les infos. Mais en quelques mots, Stéphane, de quoi va-t-il s'agir? Alors, bonsoir tout le monde déjà. On vous a préparé un parcours apprenant dont vous avez le processus devant vous. Alors, à savoir que pour chaque compétence, ce sera toujours le même déroulement. À savoir, donc, comme vous le voyez avec la caméra, vous allez avoir une vidéo explicative avec les concepts clés de la compétence. Donc, par exemple, on l'a vu tantôt, les différents types de moteurs de recherche. Suivi par la suite d'exercices. Des exercices qu'on espère variés avec des learning apps, avec des Geniali, des questionnaires, des petits jeux, etc., etc. Mais pour rendre la chose encore plus ludique, on a essayé de vous proposer un petit défi. C'est-à-dire qu'après chaque exercice que vous allez réussir, vous allez obtenir un code, d'où la clé. Et donc, qui dit 5 compétences, dit 5 codes. Et votre objectif, ça va être d'additionner ces 5 codes afin d'obtenir la combinaison qui vous permettra d'ouvrir le cadenas que vous voyez et qui validera votre parcours apprenant. Alors, vous voyez que ce parcours va durer 75 minutes. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire d'une seule traite. Justement, le fait qu'il y ait des codes, ça veut dire que, par exemple, si je fais la compétence C7 et que j'obtiens le code, je peux très bien le noter sur un petit bout de papier et revenir plus tard pour faire les autres compétences. Donc, 75 minutes, c'est vraiment quelque chose en mode d'approximatif qu'on a essayé, une fourchette. Dans les tests qu'on a fait, ça allait de 50 minutes à 3 semaines, n'est-ce pas, Marc? Je voyais que tu t'endormais, alors… non, oui. En fait, non, j'étais en train de lire les commentaires et donc l'organisation pour la fin du webinaire. Et je vous rassure que 3 semaines, c'est pas vrai. Ouais, non, 50 minutes non plus.
Alors, ici, vous êtes sur l'écran d'accueil de notre parcours. Alors, il y a plusieurs volets. Le programme qui sera possible de télécharger une fois qu'il sera sorti, évidemment. Les 5 compétences avec les intitulés et le fameux volet avec le cadenas où il est écrit clairement effectuer les exercices de chaque compétence et additionne tes codes. Et là, c'est tout bêtement un simple cadenas numérique qui est un Lookie. Voilà, et il y a plein d'infos qui vont être découvertes, les notions justement. Alors là, on est P3, P4, donc à l'origine, ce sera pour l'année prochaine, mais tous les termes de vocabulaire, on parle d'Internet, de web, on parle de barre de recherche, on parle de navigateur. On va clarifier tout ça pour vous permettre justement de pouvoir en parler avec vos élèves. C'est ça l'idée en fait. C'est ça. Ouais. Et alors, il y aura aussi des fiches qui sont préparées, fiches qui seront accessibles via cet espace. Et des fiches qui seront aussi accessibles via le… Alors, je pensais qu'il y avait une dia, il n'y a pas, mais c'est pas grave. Mais il y a une dia, tu peux faire la dia juste, non, juste avant, encore avant, comme ça je peux remontrer, encore avant. Ici, donc, vous voyez, par exemple, si, parce que ça c'est important, si j'appuie sur je clique sur le C10 qui est produire et traiter des contenus multimédia, vous voyez à chaque fois le timing qui est de 10 minutes et comme ça vous permet de voir si vous pouvez vous lancer ou non dans l'activité. Et si ça dure 20 minutes et que vous n'avez pas le temps, alors il ne faut pas vous lancer. Et donc, vous voyez justement ici, avec ce que j'expliquais, vidéo, exercice, j'obtiens le code. Et en bonus, on vous a mis les fiches d'activité. Donc, ça sera un lien vers la salle des profs. Vous allez avoir les préparations, mais aussi toutes les interviews, mais cette fois-ci en intégralité de tout ce que vous avez pu voir durant toute la soirée. Voilà, et donc c'est un outil que vous allez pouvoir découvrir en détail et avoir accès d'ici quelques jours. Ce sera dans le cadre justement du CAP. Il y a une session qui est mise en place avec des webinaires en soirée. Là, c'est tout public pour y participer. Donc CAP sur en fait ces nouvelles disciplines que sont PK, que sont FMTTN, donc pour la formation manuelle technique, technologique et numérique. On reviendra sur donc une présentation générale. Il y aura des sessions. Donc, alors le 17, c'est une présentation générale des différentes disciplines. Et puis, le programme pour ce qui est des autres jours, ce seront des témoins, des enseignants dans leur classe qui vont venir sur des thématiques présenter donc voilà ce qu'ils vivent. N'hésitez pas, c'est tout à fait accessible à tout le monde. Et là, on l'a bien dit, les collègues qui sont référents numériques ou pas peuvent venir. Il y a là donc un lien qui vous est proposé, le QR code, et on remettra ce lien de toute façon, quoi qu'il arrive, dans sur la page Facebook relative. On va parler de la salle des profs pour vous dire que cette salle des profs, elle est vraiment en train de se construire et de se faire retravailler, mais pour l'ensemble vraiment des disciplines. Et il y aura, là par exemple, c'est une copie d'une des fiches, d'une activité, celle qu'on vous propose avec l'ours, qui est là. Et donc, il y aura vraiment des fiches très détaillées avec vraiment les outils clés en main, accessibles via l'outil que vient vous présenter Stéphane, accessibles via la salle des profs, pour justement vous permettre de pouvoir donner les activités. Et puis, pour vous parler aussi, on est vraiment sur la fin, mais vous parlez du forum des référents numériques. Le mercredi 17 mai, à partir de 9h et c'est jusqu'à midi, on aura un forum, donc c'est en présentiel. C'est à Créagora, c'est du côté de Champion, c'est à Champion, donc en province de Namur. Et donc, voilà, ce sera vraiment une matinée où vous êtes, vous les référents, vraiment les bienvenus tous pour organiser des groupes d'échange, pour pouvoir s'enrichir pédagogiquement de tout un tas de pratiques. Donc voilà, ça ce sera le mercredi 17 mai. Vous allez avoir dès la fin de ce webinaire le lien pour aller vous inscrire si vous êtes intéressé. Donc voilà, ne fermez pas tout de suite. Donc ça, ce sera pour dans quelques instants. Vous rappelez aussi quand même donc tous les conseillers technopédagogiques qui sont là. Mais vous savez quoi en fait? J'ai peut-être envie, c'est pas forcément prévu, mais ils sont tous là derrière, donc ils vont pouvoir rentrer. Venez me rejoindre, tous les conseillers technopédagogiques. C'est le dernier webinaire en fait de l'année, donc j'aimerais bien que vous veniez me rejoindre près de moi. Tous ceux qui sont là, d'une province à l'autre. François, oui, on va. Tu sais, Benoît, on va fermer. Voilà, on va revenir tous. Apparaissent François, Mike, Jean, Françoise, il y a d'autres Benoît, il y en a deux en fait, aux extrémités, Stéphane, on pense aussi évidemment Vinciane qui n'est pas là mais qui pourrait être dans le groupe. Et donc c'est l'occasion peut-être, nous tous, de vous remercier pour votre
participation vraiment nombreuse et très active à l'ensemble des webinaires. N'hésitez pas aussi à donner votre avis, à des évaluations qui sont faites chaque fois, à donner vos propositions de thèmes pour les années pour l'année qui vient. On va y aller petit pas par petit pas aussi, nous autres, parce qu'on est bien décidé à poursuivre ça l'année prochaine et à encore vous nourrir de tout un tas de choses. Voilà, à très bientôt dans vos classes ou ailleurs. Au revoir tout le monde. Bientôt. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.